Olivier Maillard, bonjour. Alors, Bonjour Nicolas. vous êtes le tout nouveau directeur de l'IPAC, puisque vous avez pris votre fonction il y a quoi? Il y a quelques mois? Oui, juste avant l'été. Alors, si on parle le langage des RH, si vous nous faisiez un rapport d'étonnement. Alors, 6 mois après, 6 mois après, c'est une très très belle maison, implantée à Paris, à Nice, avec une offre de programme très large, de grande qualité, très ouverte sur l'international. Ça, c'est un étonnement parce qu'effectivement, je ne voyais pas cette école ainsi. Je la positionnais comme une école très proche des entreprises, très professionnalisante, avec un réseau d'anciens structuré, et c'est le cas aussi. Après 6 mois, j'ai pu rencontrer de nombreux anciens, des anciens bien implantés, très proches de l'école, très attachés à leur école. Donc c'est un rapport d'étonnement très positif au bout de 6 mois, avec une belle maison, deux beaux campus, dans deux localisations exceptionnelles. Pas trop affecté par la vague de turbulences qu'on a pu connaître avant que vous n'arriviez? Oui, alors évidemment, les 2 dernières années ont été difficiles. D'abord, bon, le décès d'un directeur à peine arrivé, en plus d'un directeur aussi emblématique que l'a été Jean-François Fiorina, c'est une vraie secousse pour une école. Les gens se sont attachés à lui et ont cru dans le message qu'il portait. Donc il a fallu se redresser, il a fallu assurer une transition. Et mon arrivée permet effectivement de donner un second souffle à cette école qui le mérite. Alors, en préambule, vous avez parlé de deux implantations, et c'est vrai que quand on pense à l'IPAC, on pense plutôt à l'IPAC Paris, installé au cœur du quartier Saint-Germain, et on oublie un peu l'IPAC Nice, qui est aussi une très grande école dans sa région. Évidemment, l'école a été créée il y a presque 60 ans. En 2025, nous fêterons nos 60 ans, avec une installation emblématique au cœur de Saint-Germain-des-Prés, mais aussi depuis plus d'une trentaine d'années, 35 ans pour être précis, à Nice, en plein cœur de Nice, et qui attire aujourd'hui 1000 étudiants sur les 3000 que compte le groupe. Alors, si on revient sur l'IPAG, il y a à Paris de très belles grandes écoles qui existent. Quel est le positionnement un peu différent de l'IPAG? Qu'est-ce que vous allez apporter de différent à vos étudiants? Je pense une expérience de cœur de ville, de centre-ville, de proximité, un attachement très fort à nos étudiants. Ça, c'est vraiment, c'est ce que disent nos étudiants, c'est ce que martèlent régulièrement les alumni que j'ai pu rencontrer depuis maintenant 6 mois. Une ouverture internationale qui est liée aussi à cette implantation de centre-ville, très attractive pour des étudiants internationaux. Et donc les universités qui signent avec nous sont des universités de très grande qualité. Donc je dirais une belle ouverture internationale, sans doute plus forte que d'autres écoles de la région parisienne ou de Paris même. Et puis cette présence très forte des alumni dans le corps professoral, dans les instances de gouvernance, et qui font que cette école est sans arrêt en train de modifier ses parcours, de proposer des parcours toujours plus proches des entreprises et des métiers. Alors justement, puisque vous parlez des parcours, on va essayer de brosser vraiment, mais très rapidement, l'ensemble des parcours proposés par l'IPAG avec déjà finalement le programme Grande École, le Oui, socle en 5 ans après bac. oui, c'est le flagship de l'école, c'est 80% de l'activité, c'est plus de 2000 étudiants. Ensuite, toute une série de bachelors, un bachelor visé pour 4 ans, un bachelor sur Nice également, c'est une troisième année de bachelor, un BBA délivré totalement en anglais sur Paris et sur Nice, et puis des MBA et un DBA. Donc une offre très très large, très ouverte sur l'international. On a aujourd'hui près de 25% de nos étudiants qui sont internationaux. Alors pour une école quand même la vôtre qui propose des formations donc après bac soit en 5 ans, soit en 3 ou 4 ans, qu'est-ce qui fait la différence finalement? Pourquoi prendre une formation en 5 ans ou plutôt un bachelor en 3 ou 4 ans? Je crois que nos lycéens, nos étudiants ont profondément changé ces dernières années. On leur offre tout simplement la possibilité d'adapter notre formation à ce qu'ils recherchent, à ce qu'ils sont, à leurs désirs, à leurs envies. Donc je pense qu'effectivement, il y a une offre de court terme de qualité à 3 ans ou à 4 ans qui rend des services, qui permet à chaque étudiant d'avoir un premier niveau de diplôme. Et si c'est ce que recherchent les étudiants, c'est parfait. Ils savent ensuite qu'ils peuvent continuer sur un cycle master ou au contraire entrer dans la vie professionnelle. Et a fortiori, celui qui a davantage de temps, qui a envie de creuser les fondamentaux, aller un peu plus loin, il sait qu'il a 5 ans devant lui pour se former. Donc on répond tout simplement à un changement d'attente de la part des lycéens et des étudiants. Alors vous êtes un expert des grandes écoles puisque vous avez occupé d'autres postes de direction dans les grandes écoles. Est-ce qu'en 6 mois, vous avez eu le temps de poser un diagnostic sur l'IPAG et d'envisager des pistes de réflexion d'évolution stratégique pour l'école?
À très court terme, il est évident que beaucoup d'efforts ont été portés sur le programme Grande École, et on continuera de le faire puisque c'est le navire amiral. C'est celui-ci qui porte le fameux grade de master, mais aussi l'accréditation EFMD. Et en réalité, ce que je souhaite faire, c'est donner une seconde chance à tous ces programmes périphériques de très grande qualité, qui ont une belle réputation et qui font réussir les étudiants qui les rejoignent. Donc le BBA, le bachelor visé. Voilà, ça c'est l'objectif de cette année, de la rentrée prochaine, c'est d'arriver à faire en sorte que ces programmes trouvent leur place dans un portefeuille de programmes. Bon, il est vrai, très, très occupé par le programme Grande École. Et puis, l'objectif sera, dès l'année prochaine, de renforcer l'empreinte internationale. Nous sommes dans une phase d'accréditation à ACSB, en espérant bien obtenir cette accréditation dans les 12 mois qui viennent, ce qui nous permettra de mieux valoriser la marque IPAG à l'étranger, d'entrer dans dans le Financial Times, qui est notre classement de référence pour nous, écoles de management. Oui, le classement de référence. Voilà. C'est le classement dans lequel il faut être pour attirer des étudiants internationaux. Et puis, à côté de l'international aussi, on a une pépite assez méconnue je dirais, du milieu, mais aussi de nos cibles. C'est le campus virtuel que nous avons depuis 2021. Nous avons une offre online qui s'appelle IPAG Online, qui aujourd'hui propose une flotte de MSI totalement à distance et que je souhaite développer rapidement avec un bachelor en ligne, avec des MBA en ligne. Donc un troisième campus qui se rajouterait au campus parisien et campus niçois. Alors ce campus virtuel s'adresse plutôt à qui? Alors, ça fait partie de mon étonnement. Je m'attendais à ce que ce soit des étudiants internationaux en Ça paraît souffrance de visa. Et en réalité, évidemment, il y a des internationaux. Il y a à peu près un tiers d'étudiants internationaux. Mais les 2 tiers sont des étudiants, des lycéens français, qui, pour différentes raisons économiques, de mobilité, de vie personnelle, de reprise d'études, choisissent de rester là où ils sont et de suivre une formation totalement à distance. Et donc là, nous avons un potentiel de développement qui est très important. Vous avez parlé du processus AACSB dans lequel vous êtes engagé dans les 12 mois, c'est cela? Oui. Donc au niveau des accréditations internationales, vous avez l'AACSB qui est en cours. Qui est en cours, le FMD pour le programme Grande École, et nous verrons si nous allons vers EQUIS, mais c'est une démarche que nous envisageons bien évidemment. Donc la triple accréditation dans un horizon à 4-5 ans? Oh, 4-5 ans, oui, effectivement, c'est la liste. Alors, il y a l'autre critère d'appréciation, qu'on critique ou pas, ce sont les classements. Vous avez parlé du classement du Financial Times, qui est ouvert effectivement aux écoles ACSB. Est-ce que vous avez pour objectif de progresser dans les autres classements? Est-ce que vous estimez d'ailleurs que ces classements reflètent la qualité de ce que vous êtes? Alors, il est facile de décrier les classements. Quand des classements sont bons, on a tendance à les louer. Quand ils sont mauvais, on a tendance à les décrier. En réalité, ce qui compte, c'est la dynamique d'ensemble. Les classements individuellement peuvent se tromper, mais tous les classements ne se trompent pas collectivement. Donc, toute une série de classements donne une image de la trajectoire d'une école. L'IPAG a connu une année difficile en matière de classement l'année dernière. Nous avons cette année gagné quelques places à nouveau, mais nous sommes très loin de ce que je crois être la place de l'IPAG. Je pense que l'IPAG a sa place dans le top 25 sans aucune difficulté. Elle l'a déjà été dans le top 25, et elle le sera encore demain. Donc, oui, ce serait difficile de suivre les classements individuellement, mais je crois que nous devons d'abord creuser le sillon, et les classements, j'en suis convaincu, nous sanctionneront en nous plaçant en bonne position. Alors vous avez parlé du top 25, mais le top 25 tout seul, c'est-à-dire est-ce que l'IPAG a vocation à rester une école avec ses 2 campus Paris-Nice, mais toute seule? Je ne pense pas qu'on puisse rester tout seul, mais si la question est est-ce que nous avons des projets de nature capitalistique, ce n'est pas le cas. Donc nous ne sommes pas à vendre. Par contre, nous cherchons des alliances stratégiques intéressantes en France, à l'étranger, sur de l'hybridation. Donc nous sommes à la recherche, nous avons déjà des partenaires, plutôt à l'étranger, et nous entendons bien nous allier à des partenaires français. Puisque vous parlez de rapprochement, qu'est-ce que vous pensez de ce débat sur l'enseignement supérieur à but lucratif? Qu'est-ce qui vous inspire ce débat? Ah, c'est un débat qui est vieux comme, je dirais, comme l'enseignement supérieur privé. Il y a toujours eu un débat sur la définition de la lucrativité. Et c'est vrai que le statut des SPIG a permis probablement de faire le tri entre le privé à intérêt général et le privé à but lucratif. Maintenant, s'il suffisait de délivrer des certificats des SPIG pour désigner les bonnes institutions des moins bonnes, ça se saurait.
Ce n'est pas le cas. Je pense qu'il y a dans notre secteur des acteurs de qualité, qu'ils soient lucratifs ou non. Mais il y a aussi des acteurs de moins bonne qualité, que ces acteurs soient lucratifs ou non. Je pense qu'il y a de la place pour toutes les, pour toutes les bonnes volontés, toutes les initiatives. D'autant plus que je considère très souvent que l'enseignement super lucratif est un aiguillon pour nous. Il nous montre la voie sur l'innovation, l'entrepreneuriat. On a appris beaucoup de choses de certains acteurs de l'alternance, notamment il y a quelques années. Je crois simplement qu'il faut qu'on respecte certaines règles et qu'on ne charge pas trop la barque de certaines écoles. Et je pense aujourd'hui que les grandes écoles de management, de la CGE, gradées, grade de master, sont ultra contrôlées, beaucoup trop contrôlées, et on ne nous fait pas assez confiance, je pense, alors que nous faisons un vrai travail de fond, attesté par des classements internationaux, mais aussi par la réussite de nos étudiants, et qu'il faudrait peut-être un peu, plutôt que de renforcer le contrôle des acteurs lucratifs, peut-être permettre à nos écoles de se développer beaucoup plus facilement. Alors, vous avez parlé de l'alternance. Est-ce que l'alternance est un facteur de développement important pour l'IFAG? Pour l'IPAG, pardon. Alors oui, l'IFAG, je connais aussi, mais c'est bien l'IPAG, Nicolas. Oui, c'est un facteur intéressant parce que ça nous a porté dans le développement. Beaucoup d'écoles se sont développées à un taux plus élevé depuis l'ouverture, la libéralisation de l'alternance. Ça permet aussi de se rapprocher d'entreprises. On avait perdu un petit peu le contact, par la force des choses. L'alternance, c'est un pied plus fort dans l'entreprise que les stages, mais c'est aussi un danger. Je pense qu'au-delà d'un certain ratio, et compte tenu de ce que nous savons aujourd'hui des niveaux de prise en charge, mais aussi des restes à charge, je pense qu'il faut faire attention à ne pas aller trop loin dans l'alternance. Il faut trouver la bonne proportion. Aujourd'hui, à l'IPAC, nous avons 30% d'étudiants en alternance. C'est, à mon avis, le bon ratio, et ça me convient parfaitement. On a parlé de vos programmes post-bac, vous avez parlé des MSC virtuels. Quid des formations spécialisées, type effectivement soit MS, soit MSC, mais en présentiel? Qu'avez-vous en formation de pointe pour des Bac plus 4, des Bac plus 5 qui veulent vous rejoindre? Alors aujourd'hui, les MSI que nous avons sont des MSI délivrés sur le campus virtuel, non encore labellisés CGE. Donc ma prochaine étape d'ici le printemps sera de les faire labelliser par la conférence des grandes écoles. Et on peut imaginer à ce moment-là une ouverture virtuelle simultanée avec une ouverture physique. On développera une offre de MSI un peu plus large. Aujourd'hui, elle est focalisée sur le digital. Or, nous avons d'autres expertises dans l'école sur l'économie circulaire, le développement durable, l'entrepreneuriat, l'innovation, l'entreprise familiale. Voilà quelques-unes des idées que nous pourrions développer autour de MSI. Vous venez d'une grande école qui était dans une grande région de France. Vous arrivez donc à Paris avec on va dire un marché qui est très très concurrentiel, avec quasiment toutes les grandes marques d'écoles qui sont présentes. Comment vous allez faire en sorte de tracer un beau sillon pour votre école? Alors, je pensais, venant de Rhône-Alpes, que la concurrence y était déjà très forte. La concurrence francilienne est très très forte. Et, je dois le dire, de qualité supérieure à celle que j'avais observée en quittant l'Île-de-France il y a une vingtaine d'années. Vous avez beaucoup de grandes écoles, notamment de province, Exactement. qui sont venues s'installer à Paris avec des très beaux campus. Tout à fait. En région parisienne. Il y a de grands acteurs, de grands acteurs historiques, et puis de nouveaux acteurs qui ont beaucoup d'ambition, et des moyens aussi qui vont avec ces ambitions. Donc la concurrence est très forte. Et là, évidemment, ce qui est important pour se démarquer, c'est le sillon, c'est la différenciation. Ce n'est pas la taille. L'IPAG n'a pas une volonté de grossir, contrairement à son directeur général qui n'arrête pas de grossir en changeant de poste. Mais l'idée, c'est vraiment de se distinguer, de trouver sa partition. Alors, on a un objectif très clair au premier semestre 2024, c'est se doter d'une partition que l'on va jouer collectivement avec les équipes pour les 5 prochaines années. Voilà, moi je vois déjà des éléments tels que l'hybridation, l'international, la virtualisation. Voilà quelques-uns des éléments qui seront évidemment constitutifs du plan stratégique. Et c'est ça qu'il faut arriver à faire. Il faut, comme toutes les autres écoles, être accrédité. Il faut montrer tous les labels de qualité parce que c'est une manière de rassurer les familles, et à juste titre. Les investissements sont importants. Et en même temps, il faut jouer sa propre partition sans singer qui que ce soit, tenir compte de son identité, de sa culture et de ses équipes. Votre lieu, c'est-à-dire au cœur du quartier latin, c'est important? Oui, c'est important parce que Saint-Germain-des-Prés
Tout le monde connaît Saint-Germain-des-Prés, tout le monde connaît la Riviera. Donc nos deux implantations sont véritablement des atouts maîtres dans la recherche de candidats internationaux. Et ça, c'est évidemment central dans l'argumentaire et ça restera au cœur du projet de l'école. Olivier, on se revoit dans 5 ans, on va dire en 2028. À votre avis, vous en serez où? Alors, j'avais commencé en vous disant qu'il fallait absolument qu'on soit dans le top 25, mais je pense que dans 5 ans, l'idée, c'est d'entrer dans le top 20. D'offrir à nos étudiants une expérience de top niveau à tous les étages, que ce soit dans la salle de classe, que ce soit dans les relations entreprises à l'international, dans la vie associative. Ça, c'est un vrai enjeu aujourd'hui, c'est de fournir à nos étudiants une qualité de l'expérience qui soit à la hauteur de nos concurrents qui aujourd'hui sont français, mais qui sont de plus en plus espagnols, italiens, suisses, anglais, et qui demain seront chinois et indiens, lesquels ont des moyens colossaux. Donc il faudra, pour conserver, fidéliser et faire parler positivement de l'IPAG, il faudra arriver à un niveau d'excellence dans l'encadrement et dans le service associé aux étudiants. Olivier Maillard, merci.